On poursuit sur les réactions suite au budget fédéral de mardi et l'impact de la hausse de taxation du gain en capital avec Colin Pratt, chercheur à l'IRIS. Monsieur Pratt, bonsoir. Bonsoir, Madame Issa. Alors hier, on a eu en entrevue Robert Asselin, qui est le vice-président du Conseil canadien des affaires. Il a défendu le monde des affaires là, face à la hausse du taux d'inclusion pour les gains en capital. Votre réaction lorsqu'il dit que ça va affecter la productivité au pays? C'est un adage qui est souvent débattu, celui, fameux de trop d'impôts tue l'impôt. En la matière, il est important de se référer aux articles scientifiques qui, à partir d'études de cas empiriques, de législation dans le monde, qui ont effectivement augmenté les impôts, soit des particuliers, des entreprises. Qu'est-il advenu? Est-ce que l'effet de mobilité ou de diminution des heures travaillées ou des capitaux investis se sont avérés? On remarque que dans la littérature, à partir de données probantes, ce sont souvent des craintes qui ne sont pas fondées, qu'on n'observe pas dans les comportements suivant les modifications fiscales, tout simplement parce que la fiscalité est un facteur parmi tant d'autres qui influence les comportements, les décisions du milieu des affaires et aussi des particuliers. Lorsqu'on regarde aussi cette littérature qui essaie de définir, de hiérarchiser les critères sur lesquels se penchent les contribuables pour orienter leurs décisions, il y a la fiscalité, mais il y a aussi beaucoup la présence d'un système d'éducation, la disponibilité d'une main-d'œuvre, un réseau de la santé, des infrastructures, des technologies, un marché pour écouler les produits qui sont générés par les entreprises. Et il faudrait que la hausse annoncée atteigne des seuils beaucoup plus grands pour qu'on voit des conséquences négatives sur la mobilité des capitaux, puis les heures travaillées de façon consolidée du côté des plus nantis de la société. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette réaction épidermique là, du monde des affaires? Il fallait s'y attendre et c'est pour ça que en la matière toujours ramener les chiffres parce que c'est une joute rhétorique politique, mais du côté des décideurs, donc ceux qui décident du régime fiscal, on doit demeurer à l'abri de toute forme d'influence qui ne sont pas fondées dans ce cas-ci, d'autant plus qu'au Canada, il faut le rappeler, s'il est question de compétitivité fiscale entre le Canada et ses voisins, le Canada demeure le pays du G7 ayant le taux d'imposition effectif marginal des entreprises le plus bas de tous les pays. Donc, il y a encore de la marge. Depuis les années 80, le taux d'imposition des entreprises au fédéral a diminué de 60%. Il était de 37% en 1980, il est aujourd'hui de plus ou moins 15%. De sorte que, en matière de fiscalité des entreprises, le Canada demeure, même aujourd'hui, au lendemain de cette annonce, un lieu particulièrement attrayant pour tout investisseur. Robert Asselin affirmait quand même hier là, que taxer les gains en capital, c'est comme une double taxation. Parce que selon lui, les personnes sont déjà imposées sur leurs revenus. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je crois que en matière de fiscalité, la principale crainte qu'on devrait, cultiver, c'est l'existence des abris fiscaux qui continuent d'être un cancer pour les législations du monde entier, dont le Canada. Je rappelle ici une étude que nous avons produite en novembre dernier qui montrait en quoi une entreprise comme Tim Hortons, Burger King, qu'on connaît bien, ce sont des chaînes de restauration rapide, c'est une entreprise canadienne qui possède ces deux chaînes. Imaginez-vous qu'en 2021, cette entreprise a transféré en toute légalité 12 milliards de profits nets au Luxembourg, alors qu'il n'y mène aucune activité. Donc,
en matière, de double imposition, puis d'inéquité pour les contribuables plus fortunés pour ce qui est de l'imposition de leurs capitaux, il faut rappeler que s'il existe une iniquité, elle est bien plus du côté des contribuables qui, eux, n'ont pas cette possibilité de transférer leurs profits vers des paradis fiscaux en toute légalité, à la faveur, de fiscalistes particulièrement ratoureux, mais aussi, disons-le, d'un État qui ferme les yeux sur ces pratiques depuis des décennies. Bon. Est-ce que l'augmentation du taux d'inclusion sur le capital, ça ne va pas fragiliser le climat d'investissement dans le pays et dans le fond, par rapport au reste du Canada, mettre le Canada en arrière, là, sur la place internationale? C'est une question, on peut se reporter par ailleurs dans les années 90, parce que la question est légitime. Dans les années 90, il faut rappeler que le taux d'inclusion des gains en capital était de 75%. Et c'est à la faveur d'une politique fiscale régressive, donc qui favorise la concentration de la richesse, qu'il a été progressivement diminué à 50%. Est-ce que dans les années 90, c'était la catastrophe? On s'en sortait mal du côté économique au Canada? Pas du tout. Au contraire. Donc, cette mesure présentée hier, qui est un retour partiel, parce qu'on se rappelle qu'on retourne à un niveau de 66% et non 75%, demeure somme toute raisonnable et timide en matière de réforme fiscale, d'autant plus qu'on peut citer les calculs faits par le directeur parlementaire du budget qui a calculé que si le gouvernement revenait à un taux d'imposition des gains en capital de 75%, on observerait grosso modo des revenus additionnels pour l'État de 13 milliards de dollars par année. C'est majeur comparativement à l'annonce d'hier qui, lui, on estime que ce sont des revenus attendus de 4 milliards de dollars. Donc, si on retournait à un taux de 75%, on triplerait les recettes dont on a tant besoin, on le sait, dans un contexte qui n'est plus à décrire, de crise écologique, de crise du logement qui nécessite des dépenses étatiques pour les surmonter. Effectivement, très, très rapidement, on n'a que quelques secondes. Vous avez parlé des paradis fiscaux. Est-ce que le 0,13%, là, les nantis du Canada vont optimiser leur portefeuille et éviter de payer cette hausse de taxes? Très rapidement, monsieur. Je ne pourrais pas dire, ça demanderait une étude plus attentive de ceci, mais ce qu'on sait, c'est que les entreprises, elles, le peuvent et continuent de le faire. Dans les 10 dernières années, simplement pour le Luxembourg, on a calculé que les entreprises canadiennes ont transféré 120 milliards de profits nets en toute légalité là-bas, à l'abri de l'impôt. Monsieur Pratt, merci beaucoup. Merci à vous.